de cette construction européenne. On a signé le traité de Rome, ça y est, on a une Europe qui va commencer dans les années qui suivent à fonctionner. Et cette période va s'achever en 1973 avec l'entrée de 3 nouveaux membres dans cette Europe. Donc on est sur une période qui est fondatrice, sur laquelle on a ce qu'on appelle un double compromis. On a un premier compromis qui porte sur la CEE et Euratom. Je m'explique. Au moment de la signature des traités, on partait sur l'idée que l'Europe allait avoir 2 piliers. Un pilier qui était cette union douanière et un autre pilier qui allait reposer sur Euratom. Eh bien, à l'épreuve des faits, en fait, il ne va rester qu'un pilier, parce qu'en effet, Euratom va être très très vite vidé de son contenu. Deuxième compromis de cette construction européenne, c'est toujours ce débat entre fédéralisme et confédéralisme. Les traités de Rome avaient laissé la porte quand même très ouverte sur la manière dont allait se structurer la construction européenne. Et on va avoir une communauté, une Europe des 6, qui va se construire sur la coexistence entre à la fois des aspects fédéraux et des aspects confédéraux. Et la lutte va se poursuivre très longtemps. Alors pour la suite des aventures, je vais distinguer 2 périodes. Une première période, 1958-1968, c'est la vraie mise en route de la CEE et qui débouche sur sa fin à une paralysie de celle-ci dans les années 1967-1968. Et puis la sous-période qui suit, 1969-1973, on est sur une période où les élargissements vont permettre de relancer la mécanique européenne, où on a pu profiter d'ailleurs sur l'intégralité de la période qui nous intéresse, 58-73, à une période de fort dynamisme économique. C'est les 30 Glorieuses, la fin des 30 Glorieuses, et c'est là où on voit un accroissement très fort des échanges entre les 6 pays. On a tendance à dire alors que l'Union européenne, eh bien, c'est un pôle de dynamisme au niveau des échanges internationaux. Maintenant, j'attaque cette première partie que j'ai baptisée échec politique, réussite économique, 1958-1968. Ah, monsieur? Oui. Ah, c'est Sorenza. Oui, bonjour Sorenza. Quand vous dites que l'Euratom va être vidé de son contenu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors j'y arrive tout de suite dans le petit 1 de mon grand 1. Ok, d'accord. Alors, il me semble intéressant, lorsqu'on est dans cette approche échec, réussite économique, etc., peut-être de voir quelles sont les positions de 3 grands pays. 2 qui sont complètement dans la CEE, dans les communautés, et un qui est à la porte et qui va beaucoup interpeller. Alors je commencerai par la position de la France. Vous vous rappelez, qui était plutôt assez moteur dans tout cela. La France, au moment où l'on parle, eh bien, est dirigée par le général de Gaulle. De Gaulle est le premier président de la Ve République. C'est quelqu'un, si on se rappelle, qui était plutôt hostile aux différents traités de Rome. Mais voilà, quand il arrive au pouvoir, les traités ont été signés et il accepte le fait accompli.
Ces efforts, ça va être de faire basculer l'Europe plutôt vers le confédéralisme. Pour lui, les États doivent peser, doivent conserver leur souveraineté. Donc, l'institution importante qui doit pouvoir prendre des décisions, c'est le Conseil des ministres. Ça, c'est le point fort. On est face à une confédération d'États qui ne délègueront qu'une part la plus faible possible de leur souveraineté. Il y a un autre point sur lequel De Gaulle est très attaché, c'est les décisions prises à l'unanimité. C'est-à-dire que ce Conseil des ministres, lorsque les décisions sont prises, ils sont 6, les 6 doivent être d'accord. Ce qui veut dire que c'est un art du consensus, notamment un art qui fait qu'on ne va pas léser les intérêts de l'un ou l'autre des pays membres. Ce qui fait qu'avec De Gaulle, voilà ce que devrait être l'Europe. Pour De Gaulle, l'Europe, ça devrait être une Europe indépendante de ce qui se passe aux États-Unis et ne pas être sous influence états-unienne. Notez au passage que ça, c'est une position qui est plutôt très différente de celle de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. La deuxième caractéristique principale aux yeux de De Gaulle, c'est que l'Europe en construction, ça doit être une Europe continentale. Donc l'Europe doit s'agrandir, ça De Gaulle en était très conscient. S'il doit s'agrandir, eh bien c'est avec des États qui sont sur le continent. Espagne, Portugal, pourquoi pas, un jour peut-être d'autres États, mais ça ne doit surtout pas être avec notamment la Grande-Bretagne. Troisième grand principe, mais ça on l'a déjà vu, cette Europe doit être confédérale. Quatrième grand principe, cette Europe doit être une Europe populaire. Europe populaire, je veux dire que c'est une Europe qui doit prendre corps au sein des populations des différents pays de l'Europe des 6. C'est pas une Europe qui ne doit seulement être une Europe marchande et une Europe technocratique. Et là, je vais pouvoir répondre à Sorenza. En même temps, la France de De Gaulle est une France qui est très jalouse de son indépendance. Donc, vous vous souvenez, Euratom se crée sur l'idée française que l'énergie nucléaire, c'est l'autonomie énergétique et l'indépendance politique qui l'accompagnent pour l'Europe. La France développe une technologie nucléaire. Eh bien, dès 1959, le général de Gaulle va profiter de cette technologie qu'a développée la France pour mener une politique indépendante dans le nucléaire civil, mais surtout dans le nucléaire militaire. En 1960, la France a fabriqué sa première bombe nucléaire. Cette approche très indépendante de la France fait qu'en fait, Euratom a perdu beaucoup de son sens. Et en fait, va devenir le pilier bancal de l'Union européenne, ne sert plus à grand-chose. Ce qu'on va mettre en avant De Gaulle, c'est un intérêt pour la politique agricole commune. Il se rend compte que mettre en place une politique agricole commune, eh bien, ça reste d'être un atout important pour la France,
Ça devrait notamment faciliter la modernisation de l'agriculture française et surtout lui ouvrir de nouveaux débouchés pour ses produits. Donc De Gaulle, pour le coup, lui, est un fervent partisan d'une politique agricole commune, d'instruments financiers qui vont l'accompagner. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, qui ne dit rien consent, je continue. Je quitte la France, maintenant je me rapproche de l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, sur cette période qui va des années 50 au début fin des années 60, pardon, c'est avant tout une Allemagne, qui est dominée par les chrétiens démocrates. C'est la CDU qui assure la politique allemande. On a comme ça plusieurs chanceliers qui se succèdent. Pour la période qui nous intéresse, de 1949 à 1963, on a celui que l'on a déjà rencontré, qui est le chancelier Konrad Adenauer. Après qu'il ait quitté la chancellerie, il est remplacé par un autre chancelier issu de la CDU, c'est Ludwig Erhard, qui lui-même démissionnera et laissera la place pour 3 années à un autre politicien issu de la CDU, Kissinger, qui lui va devoir mettre en place une coalition où l'on va avoir CDU, je crois qu'une question va être posée, SPD et la CSU. Oui? Ah non. Et puis pour terminer, parce que j'en profite pour mettre le dernier chancelier qui va nous intéresser, un chancelier qui va rester aussi célèbre, c'est le chancelier Willy Brandt, qui va assurer la chancellerie de 69 à 74, et lui va se reposer sur une coalition SPD-FDF. Donc en fait sur les partis social-démocrates et libéral-démocrates. Alors le fait que ce soit la CDU qui assure la majeure partie de la période, c'est important parce que eux vont avoir une approche qui est double, et surtout une approche qui n'est pas celle que peut avoir un général de Gaulle. Ils vont avoir une approche fédéraliste et une approche atlantiste. Quelque part, on va le comprendre assez aisément. Toujours le même souci d'une Allemagne qui est divisée en 2 États différents, qui se sent particulièrement exposée à ce qui peut être une offensive soviétique, et pour lequel l'aide américaine est complètement indispensable. L'Allemagne n'a qu'un embryon d'armée, ne dispose pas de l'arme nucléaire, elle a besoin du parapluie américain. Donc plutôt une tendance à se dire aujourd'hui, l'Europe n'est pas prête encore à nous défendre. Ceux qui peuvent nous défendre, ce sont les États-Unis. Je rajouterai peut-être quelques éléments purement économiques, sans rentrer dans les détails. On est à l'époque où l'Allemagne s'est imposée comme étant la première puissance industrielle européenne. C'est également une puissance commerciale. Son taux de croissance de la période est impressionnant parce que on est à 7% de croissance en moyenne sur les années 1958-1968. Avec 7% de croissance en moyenne, eh bien, elle est loin devant les 5 autres pays. La France, en moyenne, tourne à 5% de croissance annuelle.
Donc là, la Mercedes allemande a un moteur qui est particulièrement bien gonflé. Cette dimension économique fait que la RFA, elle est tout à fait partante sur une approche très économique. Pour eux, l'union douanière, c'est forcément une bonne chose, parce que ça veut dire que ces marchés traditionnels vont pouvoir s'étendre. Ces produits industriels vont donc pouvoir être vendus dans les 5 autres pays de la CEE. Et puis pourquoi pas d'ailleurs intégrer d'autres pays, c'est autant de clientèle potentielle. Par contre, l'Allemagne est peu favorable à la politique agricole commune, simplement parce que l'Allemagne n'est pas une puissance agricole, c'est pas sa priorité. Et elle sent bien qu'une politique agricole commune qui va redistribuer des aides financières, eh bien, ça risque plutôt de coûter à l'Allemagne que lui rapporter des fonds. Troisième point sur lequel on va avoir une divergence forte avec la France, c'est la question de la Grande-Bretagne. L'Allemagne va être favorable à une candidature Grande-Bretagne pour rentrer en France, dans la CE. Toujours pour les mêmes raisons. La Grande-Bretagne intégrant un marché devenu commun, c'est une clientèle potentielle importante, non seulement sur le marché anglais, mais sur quelque chose qui est plus large, qui est le Commonwealth, c'est-à-dire la communauté britannique et le Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et beaucoup d'autres pays, entre autres, qui ont la reine d'Angleterre comme souveraine. Donc pour les Allemands, vous le comprenez, l'Europe, c'est d'abord une construction économique qui doit se faire. C'est indispensable à leur industrie et à leur développement commercial. Ça, c'est là donc la deuxième grande position. Donc vous voyez déjà, on a deux grands pays qui, sur certains nombres de points, vont avoir des divergences, et des divergences qui peuvent être durables et d'importance. Troisième position, la position anglaise, celle du Royaume-Uni. Ils ne sont pas membres de la CEE, ils sont restés à la porte. Vous vous souvenez peut-être d'un dessin, un moment que j'avais mis, hein, ils sont dans le couloir, ils ne sont pas venus à la table avec les 6 autres. Alors, quel est le contexte déjà politique au niveau du Royaume-Uni? Eh bien, au Royaume-Uni, on est sur une période où les conservateurs sont au pouvoir. On a quelques grands premiers ministres, tous issus du Parti conservateur. Churchill, là, on ne le présente plus. C'est le premier ministre emblématique durant la Seconde Guerre mondiale. C'est celui qui avait fait son fameux discours de Zurich, qui va être un promoteur, mais d'une Europe très confédérale. Vous avez un autre conservateur qui va lui succéder, c'est Anthony Eden. Anthony Eden, 1955-1957. Généralement en histoire, vous avez dû voir ce personnage, puisqu'il est celui qui est Premier ministre et qui va pousser au déclenchement de Suez, la prise de contrôle du canal de Suez par les armées françaises et anglaises. Et puis succède à Eden en 1957 jusqu'en 1963, un autre conservateur qui est Harold Macmillan. Alors dans un premier temps, les Britanniques
qui n'ont pas participé à la CEE, eh bien, vont tenter, et là c'est sur les années 1958-1957, ils tentent de lancer un marché concurrent à la CEE. Ils vont tenter de lancer l'AELE, Association européenne de libre-échange. Alors dans cette AELE, à l'époque, vous retrouvez les pays scandinaves, vous trouvez la Suisse et vous trouvez l'Autriche. Bien sûr, hein, le Royaume-Uni, qui est l'instigateur de l'affaire. On est purement sur une approche confédérale, mais alors ultra allégée. Le L de l'AELE est bien à prendre au pied de la lettre. On cherche avant tout à faire des échanges commerciaux. On met une structure ultra légère. Vous avez un tout petit immeuble à Genève, hein, le centre de l'AELE. Ça pourrait tenir dans un appartement tellement c'est quelque chose qui est allégé. Les États restent complètement souverains. Par contre, on est face à un succès qui est un succès très limité, simplement parce que je pense que rien qu'à l'énoncé du nom des pays qui sont membres de l'AELE, bah, vous allez me dire, ils ne doivent pas échanger grand-chose et très souvent entre eux. On ne voit pas bien ce que les Anglais, les Suisses, les Autrichiens peuvent échanger entre eux. C'est très certainement, notamment pour le Royaume-Uni, des parts de marché et des échanges qui sont très faibles. Donc là, on est plus quelque part sur un lot de consolation que vraiment sur quelque chose qui est économiquement pensé. Est-ce que ça va toujours pour vous? Alors maintenant qu'on a vu un peu les positions de ces trois grands pays, voyons un peu le bilan de tout cela. Alors, je vais commencer par les ratés. Alors les ratés, plusieurs choses. Premier raté, 1961. Échec. C'est la première demande d'entrée anglaise. Les Anglais voient bien que le RALE, c'est pas la panacée. Donc en 1961, avec l'accord tacite des Allemands, ils déposent une candidature pour devenir membre des communautés européennes. La France va déposer son veto. Vous trouverez sur Moodle une petite vidéo, un discours de Gaulle qui explique pourquoi, non, décidément, il ne faut pas intégrer les Anglais. Alors, les réseaux françaises, hein, alors là, elles sont nombreuses, mais entre autres, une raison forte, c'est de dire les Anglais sont très tournés sur le Commonwealth. Par exemple, beaucoup de viande anglaise va provenir de Nouvelle-Zélande, beaucoup d'échanges avec le Canada, l'Australie, etc. Et De Gaulle dira, là, si on fait rentrer les Anglais, on va se trouver avec un partenaire qui ne va certainement pas être très loyal vis-à-vis des 6 autres membres. Et ils ne vont sans doute pas jouer le jeu de ce qu'on appelle la préférence communautaire. C'est la première grosse raison. La France voit très bien la concurrence de ce qui peut être produits agricoles, entre autres, hein, ou matières premières, issues du Commonwealth.
Deuxième raison, les Anglais sont beaucoup trop atlantistes à son goût. On est déjà dans la période où finalement les Anglais, c'est une tête de pont américaine en Europe. Donc intégrer les Anglais, c'est intégrer finalement une partie de la politique américaine. Et puis, troisième argument français, c'est de dire, on a vu ce que voulaient les Britanniques avec la ULE, du libre-échange, du commerce. Eh bien, malgré tout le discours confédéral français, De Gaulle va dire, on ne peut pas non plus résumer la communauté européenne à une simple zone de libre-échange. On a une volonté d'aller plus loin. On a besoin que la population adhère. On a besoin de mettre aussi en place quelques institutions de coordination fortes, de défense par exemple. Voilà trois raisons de ce veto français. Et comme la règle au Conseil des ministres de la communauté, c'est l'unanimité, à partir du moment où la France dit non, l'intégration anglaise ne peut pas se faire. Premier échec, premier raté. Deuxième raté, 1961. Échec du plan Fouché. Un petit mot sur le plan Fouché. Christian Fouché, c'est quelqu'un qui a été plusieurs fois ministre sous la Ve République et qui, au moment où il rédige son plan, est ambassadeur au Danemark. Alors, bien sûr, c'est pas de sa propre initiative, hein, il est complètement télécommandé par De Gaulle. L'objectif du plan Fouché, eh bien, c'est de rendre très confédérales les communautés. Donc, c'est de faire adopter par les pays membres la primauté du Conseil des ministres sur la Commission européenne. Ça va complètement avec la position de la France que l'on vient de voir. Et puis, c'est développer une politique militaire intégrée. C'est toujours le problème de la relation entre l'OTAN, la France. Donc ce plan est rejeté par les autres pays européens. En 1962, nouvelle ratée, échec du deuxième plan Fouché. Le premier plan ne s'est pas bien passé, tentative d'en proposer un deuxième, mais qui va encore essayer d'être plus confédéral que le premier. Je dirais que même cause, mêmes effets. Le deuxième plan, toujours d'initiative française, ne passe pas. Je vais continuer, encore deux ratés. On passera au succès, c'est bon pour le moral. 1965, c'est l'année de la politique de la chaise vide. Alors qu'est-ce que c'est que cette politique de la chaise vide? En juin 1965, le général de Gaulle déclare que la France ne participerait plus au Conseil des ministres des communautés. Et effectivement, durant 7 mois, la chaise de la France va rester vide. Ce qui fait que, de facto, ça bloque toutes les décisions qui auraient pu être prises.
Alors pourquoi est-ce que la France pratique cette politique de la chaise vide? Ah ben simplement parce que vous verrez que les raisons sont évidentes. Il y a cette année-là un projet qui est d'étendre le rôle du Parlement européen et de modifier le principe d'unanimité dans les prises de décision au profit d'une règle majoritaire. Alors vous voyez tout à fait là où ça pose problème, c'est que si on donne plus de pouvoir au Parlement européen et qu'on lui donne des initiatives, entre autres, eh bien ça veut dire que c'est au détriment du Conseil des ministres, donc au détriment des États membres. Le deuxième point est tout aussi important. Si on renonce à des décisions prises de manière unanime, par contre qu'on le remplace par une décision majoritaire, vous avez 6 pays, eh bien la majorité c'est 4. Donc ce qui veut dire que si vous pouvez retrouver la France par exemple, qui se voit imposer des décisions parce que le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et peut-être l'Allemagne ou les Italiens ont voté dans le même sens. Et pour quelqu'un comme De Gaulle, qu'une décision soit imposée par des Luxembourgeois, etc., à la puissance française, ça passe pas bien. Donc durant 7 mois, sciemment, la France bloque la communauté européenne. En janvier 66, eh bien, il faut trouver un déblocage. Donc, il y a ce qu'on a appelé le compromis de Luxembourg et adopté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce compromis de Luxembourg qui permet de mettre fin à cette crise européenne? Eh bien, on va couper un peu finalement la poire en deux. On va dire, la règle de l'unanimité, on ne va pas la supprimer, on va la conserver uniquement pour les questions importantes. Donc des questions qui, par exemple, tournent autour de l'élargissement de la communauté européenne ou des transformations des institutions. Donc effectivement, si on a un nouveau candidat, il faudra que tous les États membres votent pour son intégration. Transformation des institutions, ça veut dire qu'effectivement, si on modifie quelque chose dans le rapport de pouvoir entre le Parlement, la Commission, le Conseil des ministres, eh bien, c'est forcément les États membres qui devront en être tous d'accord. Par contre, pour des éléments plus secondaires, qui finalement correspondent à ce qui est le jour le jour, eh bien là, c'est la majorité qualifiée qui sera nécessaire. Donc cette fois-ci, à partir du moment où 4 États auront voté pour, une mesure pourra s'appliquer. Donc vous voyez, je mets ça dans les ratés, mais on pourrait dire que c'est par contre peut-être une évolution qui est intéressante, parce que effectivement, demander l'unanimité à chaque fois qu'une décision doit être prise, on voit bien qu'on finit peut-être par s'user. Et que beaucoup de points ne sont pas traités parce qu'on n'ose pas les traiter, étant pas certain que tout le monde soit d'accord. Là, ça avance sans doute un peu. Et puis, dernier élément que je vais mettre dans les échecs, c'est l'échec de la seconde candidature anglaise. De nouveau, De Gaulle, toujours au pouvoir, refuse
de voter pour l'entrée des Anglais. Et il va mettre en avant le fait que la Grande-Bretagne pourrait très bien faire échouer la politique agricole commune. Alors voilà un peu les ratés. Néanmoins, au-delà de ça, parce qu'il ne faut pas voir le verre complètement vide, la construction européenne continue à son rythme, grâce à la politique agricole, grâce à l'union douanière, et que même si elle a été paralysée en 65 jusqu'en début 66, on a quand même un bilan qui est pas mal. Du côté des réussites. Du côté des réussites, alors vous verrez que le verre là aussi est à moitié vide ou à moitié plein. Du côté des réussites, on voit se dessiner un axe franco-allemand. Alors ça, peut-être que vous l'avez déjà étudié par ailleurs, hein, j'imagine. L'axe franco-allemand, c'est la rencontre de Gaulle-Adenauer, qui, au-delà, je dirais simplement de rapports politiques, vont développer des rapports d'amitié. On a là deux résistants au nazisme, hein, l'un résistant intérieur, l'autre du côté de la France libre. Et l'axe franco-allemand se concrétise le 22 janvier 1963 par ce fameux traité qui est le traité de l'Élysée. Alors, ce traité de l'Élysée, c'est non seulement un traité d'amitié entre les deux États, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il instaure des sommets qui doivent se tenir de manière périodique, 2 fois par an, afin de traiter des grandes questions européennes et internationales. Ce traité se caractérise par 2 volets. Un volet de coopération militaire, qui ne va pas déboucher très rapidement, hein, il faut attendre beaucoup plus tard pour qu'on puisse vraiment dire qu'il y a quelque chose de significatif, mais il y a une volonté. Et puis ce qui va aller beaucoup plus vite, c'est un volet culturel. Le volet culturel du traité de l'Élysée va se traduire par des jumelages entre des villes françaises et des villes allemandes, par des rapprochements de médias, télévision, radio, mais aussi c'est la création très rapidement, dès le mois de juillet, de ce que vous connaissez peut-être bien, qui est l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors ça, c'est les bons côtés de la chose. Et puis il y a quelque chose qui va rendre De Gaulle furieux. Le traité est signé en janvier 63, et en Allemagne, eh bien, ce traité, c'est un traité qui doit être ratifié, doit être voté par le Bundestag. Donc le Bundestag va effectivement ratifier ce traité de l'Élysée, mais ils rajoutent de leur propre initiative un préambule. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce préambule? Et là, vous allez rire. Dans ce préambule, les députés allemands mettent en avant qu'il est important qu'il y ait une étroite collaboration entre Europe et États-Unis. On va trouver 4 points de ce même type-là. Donc, premier point, il faut établir une collaboration étroite entre l'Europe et les États-Unis. Deuxième point,
Dans ce préambule, les députés allemands demandent à ce qu'il y ait l'admission de la Grande-Bretagne au sein de la communauté. Troisième point. Oui, effectivement, il faut une défense commune pour l'Europe et au sein de l'Alliance Atlantique. Et quatrième point, mais là, complètement analogique allemande, c'est l'abaissement des barrières douanières avec la Grande-Bretagne, les USA et d'autres États dans le cadre du GATT, le futur OMC. Alors quand De Gaulle prend connaissance de ce préambule voté par le Bundestag, il a effectivement son traité qui est ratifié. Il a même pensé d'ailleurs à le dénoncer à l'époque, mais se trouve avec finalement les 4 pires éléments qu'il refuse depuis des années. Il va devoir faire avec, et puis il a une citation, quelques jours après, le 31 juillet. Perfit reprenant ça dans son livre qui s'appelait « C'était De Gaulle ». La citation, c'est « Si le traité allemand n'était pas appliqué, ce ne serait pas le premier de l'histoire ». C'est-à-dire que De Gaulle est très conscient que là, sur le coup, il s'est fait piéger. Mais si le piège était contraignant, eh bien, ça n'empêchera pas la France de faire son petit bonhomme de chemin sans les autres, notamment en oubliant éventuellement les Allemands. Donc vous voyez, c'est une réussite, mais qu'on pourrait appeler aussi une réussite un peu à la Pyrrhus. On gagne, mais on gagne en y laissant des plumes. L'autre belle réussite, mais là je ne veux pas aller trop dessus, c'est la politique agricole commune. Dès les traités de Rome, la politique agricole commune avait été prévue, et sa réelle création et mise en application est 1962. Et là, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que 2 d'entre vous vont nous en faire un exposé. Je ne veux pas trahir leur travail. Donc pour l'instant, je vous mets 3 petits points. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que l'idée, ça a été de permettre aux agriculteurs européens d'avoir un niveau de vie qui soit équivalent à celui des non-agriculteurs. Et que ça doit se faire en imaginant des moyens financiers pour compenser des prix mondiaux jugés trop faibles. Ça va coûter très cher à l'Europe, ou ça peut rapporter beaucoup à l'Europe, tout dépend du point de vue. Ce qu'il faut sans doute avoir en tête, c'est que là, c'est le dossier qui va aviver les tensions, et c'est le dossier qui va consommer 3/4 des budgets de l'Europe pendant des années. Voilà, mais je n'en dis pas plus là-dessus. Je ne vais pas non plus dépouiller ceux qui vont prendre ce thème-là. Est-ce que ça va toujours pour vous? Alors, sur cette première partie de la période, vous voyez qu'il y a à la fois des choses qui marchent pas trop mal. On voit se mettre en place le couple franco-allemand, même si quelque part un des membres du couple a en partie trahi l'autre. Une politique agricole commune qui est un élément fort. On a aussi le marché commun qui va plutôt permettre de développer des échanges au sein de l'Europe.
Et puis, il y a les quelques points autres hein, qui sont toujours dans les tuyaux. Deuxième partie de la période, 1969-1973. Alors, le contexte va plutôt changer fortement parce que en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, 1968 est passé par là. Donc, en 1969, eh bien, De Gaulle quitte le pouvoir. Pour ceux peut-être qui s'en rappellent, en avril 1969, De Gaulle propose un référendum sur la modification des régions. Et, pas de chance, le non l'emporte. De Gaulle avait promis de quitter le pouvoir. Effectivement, il le quitte. Et c'est son ancien Premier ministre qui prend la place. Georges Pompidou est le nouveau président de la République française. Et il sera élu. Alors, Georges Pompidou, dirigeant centriste, considère que la France doit se comporter comme une puissance économique. Et donc, il va falloir se développer pour faire jeu égal au niveau industriel avec l'Allemagne. Pour devenir une grande puissance industrielle, eh bien, il a une volonté, c'est de constituer des grands groupes. Notamment, on va assister à des fusions dans les domaines de la chimie ou encore de la métallurgie, de manière à faire surgir des grandes entreprises capables de se battre sur les marchés internationaux. Alors, avoir des grandes entreprises, c'est bien. Faut-il encore qu'il y ait un marché pour accueillir leur production? Donc, l'idée d'élargir l'Europe germe dans l'esprit du gouvernement français. Pour cela, eh bien, il convoque les 5 autres pays des communautés et c'est le Conseil de La Haye qui va être déterminant. Dans cette année 1969. Ce projet de La Haye, eh bien, c'est un projet d'élargissement. On va chercher d'autres pays partenaires. Et c'est aussi un projet d'approfondissement des communautés. Mise en place de nouvelles institutions et prérogatives plus importantes pour des institutions déjà existantes. Et dans ces deux objectifs, de ces deux projets, vous avez la présentation du projet de Raymond Barre. Alors, Raymond Barre, alors peut-être que pour votre génération, ça ne dit pas grand-chose. Raymond Barre, à l'époque, il est vice-président de la Commission européenne. Et puis pour nous, Français, c'est quelqu'un qui sera aussi Premier ministre lors de la présidence de Giscard d'Estaing, c'est-à-dire à partir de 1974. Alors quel est le projet de Raymond Barre? Quelque chose qui va nous impacter, mais quelques années plus tard. Quand on est en 69, eh bien, il y a des choses qui fonctionnent pas bien du tout.
ça va vous renvoyer à certains de vos cours d'économie. Je vois déjà que vous souriez, vous en êtes heureux. Ces années-là, eh bien, on commence à voir le système monétaire international mis en place à Bretton Woods en 1944, qui est en train de craquer. Alors, peut-être que là aussi, vous avez vu cela à un moment ou un autre. Les États-Unis sont empêtrés dans la guerre du Vietnam depuis bien quelques années. Le problème, c'est que cette guerre leur coûte extrêmement cher. Donc les Américains vont taper dans leur stock d'or. Ils en avaient beaucoup. Ça va se raréfier. Et puis surtout, ils vont beaucoup émettre de billets. La planche à billets tourne à toute allure parce que dans le système de Bretton Woods, le dollar est équivalent à l'or et c'est la référence monétaire mondiale. Les Américains s'engagent à échanger de l'or contre leur billet pour tenir la stabilité de celui-ci. Le problème, c'est qu'en multipliant le nombre de billets en circulation, eh bien, si jamais on demandait la conversion du billet vert en or, sans doute que les réserves américaines n'y suffiraient pas. Alors ça avait été le coup de poker de Gaulle. En 1968, si je ne dis pas de bêtises, il dit aux Américains, chiche, nous on a beaucoup de dollars dans les coffres de la Banque de France, eh bien on vous ramène en bateau tous vos billets, et en échange on repart avec des lingots d'or. Et beaucoup embrayent derrière De Gaulle et commencent à demander la conversion en or des dollars. Résultat, très rapidement, les États-Unis décrètent la fin de la conversion or-dollar, c'est pas tenable pour eux. Le contre-coup, c'est que jusque-là, toutes les monnaies avaient une parité fixe avec le dollar. On savait qu'un franc français, un franc suisse, une livre sterling, eh bien, on pouvait les changer contre tant de dollars. En 1971, c'est la fin de cette parité fixe. $. Résultat, on entre dans un régime qu'on appelle un régime de taux de change flottant. On a une cotation au quotidien des monnaies qui se met en place. En 69, on a les prémices de ce qui va arriver. Eh bien, le plan du Raymond Barre, c'est de proposer une union économique et monétaire pour les pays européens de la communauté. C'est-à-dire que déjà, à cette époque-là, on est en train d'imaginer une monnaie qui soit une monnaie unique avec une banque centrale unique pour le gérer. Parce qu'en effet, tant qu'on avait des monnaies qui avaient un taux de change fixe, bah vous saviez que lorsque vous échangiez un Deutschmark contre un franc français, ce que ça pouvait faire. Si on commence à avoir des taux qui sont des taux flottants, ça commence à compliquer un marché commun. Vous êtes commun au niveau de ce qui va être droit de douane, etc. Par contre, les prix peuvent très bien changer d'un côté ou de l'autre. Donc des risques de malversation, de spéculation et plus largement de déstabilisation du marché. Alors ce plan, malheureusement, sans doute peut-être est refusé. On va mettre en place ce qu'on a appelé le serpent monétaire, c'est-à-dire quelque chose qui est un outil pensé vraiment par des technocrates, très compliqué. Je ne reviendrai pas dessus parce que maintenant c'est vraiment de l'histoire ancienne, mais c'était de dire que les monnaies européennes allaient être dans un véritable tunnel. On allait créer une monnaie fictive qu'on va appeler l'écu. On reprendra l'euro plus tard. On avait pensé garder ce nom-là, mais on a pris l'euro.
Et toutes les monnaies européennes vont fluctuer dans un tunnel et sont cotées par rapport à l'écu. Et si jamais une monnaie risque de sortir soit par le haut, soit par le bas du tunnel monétaire, eh bien on allait avoir une intervention des banques centrales des autres États pour que cette monnaie revienne dans ces deux parités, plafond et plancher. J'arrête là-dessus parce que c'est quelque chose qui est technique et puis aujourd'hui, c'est très très loin de nous. Dans la même période, eh bien, pour les raisons qui sont évoquées précédemment, Pompidou, c'est-à-dire la France, facilite la candidature anglaise. On en est à la 3e. Les négociations commencent en 1970. Et dans le même temps, on va avoir des demandes d'entrée d'autres pays. Ces autres pays, c'est le Danemark, la Norvège, l'Irlande, chacun de ces pays organise un référendum. La population va donc s'exprimer. Est-ce que vous acceptez définitivement ou pas? Enfin, définitivement. Il ne faut pas trop que je m'avance là-dessus. Est-ce que la population accepte de rentrer dans les communautés européennes? Les Norvégiens votent non. Dans les 3 autres pays, le oui l'emporte. Le 1er janvier 1973, on va passer de 6 à 9 pays. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark deviennent membres des communautés européennes. Dans le même temps, eh bien, on a des pays qui demandent à être associés à cette Europe des 9. Alors, un pays associé, c'est un pays qui n'est pas membre de la communauté. C'est d'ailleurs le même principe aujourd'hui. Des pays associés ne sont pas membres de l'Union européenne. Mais il signe un accord d'association qui le permet de participer financièrement au budget de l'Europe et de bénéficier également, c'est-à-dire être éligible à des fonds européens, qui soient agricoles, de développement ou sociaux. Donc, demande dès 1970, ou même avant l'entrée. Donc la Turquie, qui avait déjà fait une demande en 63, le Maroc, la Tunisie, Chypre et Malte. Les 2 derniers seront candidats, puis membres de l'Union européenne à 28 et maintenant à 27. Alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette période à 73? Parce que 73, c'est à la fois un changement de dimension, 3 États intègrent l'Europe, mais surtout, 1973, vous le savez aussi, c'est le premier choc pétrolier, c'est le début de la crise économique, c'est-à-dire la fin de cette période qu'on a appelée les 30 glorieuses, où les taux de croissance, notamment en Europe,
est très intéressant, c'est aussi à la fin des accords de Bretton Woods, on commence à voir apparaître des problèmes monétaires au niveau international. Et donc, cette dimension économique et monétaire fait ça va ralentir la construction, forcément, dans la période qui suit.